Israël se prépare à quelque chose qu'il n'a presque jamais fait auparavant. Si cela arrive, l'équilibre des forces dans la guerre contre le terrorisme pourrait changer. Mais ce n'est qu'un début, car pendant que le monde se concentre sur Gaza et l'Iran, une bataille bien plus importante se déroule discrètement à travers la Judée et la Samarie, y compris une révélation choquante du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Tout cela et plus encore dans l'émission d'aujourd'hui de Judacation. Bienvenue sur Judacation sur JNS TV. Je suis Josh Aston. Allons-y. JNS a rapporté cette semaine que la loi prévoyant la peine capitale pour les meurtriers terroristes condamnés est entrée en vigueur en Judée et en Samarie. Suite à la signature d'un ordre militaire par le chef du commandement central de Tsahal, cette mesure est mise en œuvre. L'annonce a suivi l'approbation, le 30 mars par la Knesset, d'une législation imposant la peine de mort aux résidents non israéliens de Judée et Samarie, reconnus coupables d'attaques terroristes meurtrières, sauf si un tribunal militaire juge que des circonstances spéciales justifient la réclusion à perpétuité. Cette loi a été rendue possible et accélérée à la suite du massacre du 7 octobre. Rappelons qu'elle ne s'applique que dans des juridictions spécifiques, comme les tribunaux militaires en Judée et Samarie. Elle laisse une marge d'appréciation aux juges, donc ce n'est pas automatique. Et Israël, historiquement, n'a pratiquement jamais appliqué la peine de mort dans les faits. La dernière fois, c'était le responsable du parti nazi Adolf Eichmann, qui a été exécuté à Jérusalem en 1962 pour son rôle dans la Shoah. Donc, il faudra voir ce qui va se passer. Pour moi, il y a deux questions ici. Premièrement, historiquement, Israël a été prêt à libérer des meurtriers terroristes arabes lors d'échanges de prisonniers. Israël a récemment libéré des meurtriers pour récupérer nos otages de Gaza. Si Israël applique la peine de mort, alors il n'y aura plus de prisonniers, ou peut-être moins de prisonniers, qu'Israël pourrait libérer, ce qui signifie qu'ils seraient déjà morts. Et c'est un grand avantage. Personnellement, je suis contre le fait de relâcher des meurtriers terroristes en liberté. Mais le fait est que c'est ce qu'Israël a fait jusqu'à présent. Dans ce cas, les criminels perdraient leur levier puisque ceux qui tuent des Israéliens pourraient être condamnés à mort. Deuxièmement, la question est de savoir si cela créera une véritable dissuasion. Nous avons affaire à une secte djihadiste de la mort qui est prête à mourir tant qu'elle peut tuer des juifs au passage. Un terroriste potentiel changerait-il d'avis, sachant que s'il commet une attaque et survit, il pourrait être condamné à mort? Je suppose que beaucoup ne s'en soucieraient pas et essaieraient quand même d'attaquer. Cela dit, si cette loi dissuade certains terroristes potentiels de passer à l'acte, alors cette loi sauverait des vies. En fin de compte, je soutiens absolument cette nouvelle loi, mais seul le temps dira si elle sera effectivement appliquée, concrètement, et si elle servira de véritable moyen de dissuasion. Pour continuer, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a admis que les fonds fiscaux retenus par Israël seraient utilisés pour financer des terroristes palestiniens. Ceci a eu lieu lors d'un discours à la 8e conférence générale du Fatah, rapporté par Palestinian Media Watch. Les propos d'Abbas confirment que l'autorité palestinienne n'a pas mis fin à sa politique de rémunération des terroristes, même si elle a restructuré les paiements et que les fonds sont désormais distribués sous couvert d'aide sociale. Mais ne vous y trompez pas, rien n'a changé. Regardons cet extrait de PMW. Si l'argent du peuple palestinien qui a dépassé jusqu'à présent continue de dépasser jusqu'à Walti a dépassé jusqu'à présent. Par Allah, le pétrole a déjà dépassé 5 milliards de dollars et notre lumière pétrolière ne peut le supporter. Ça, même nous, nous supportons 5 milliards de dollars. Et tout cela doit être dépensé pour les employés et pour les prisonniers et pour d'autres et d'autres encore. Comme le dit Abbas, la rétention continue des fonds du peuple palestinien qui ont jusqu'à présent dépassé 5 milliards de dollars. Et tout cela doit être payé aux employés publics, aux prisonniers. Les prisonniers, cela signifie des terroristes dans les prisons israéliennes. Israël a commencé à retenir les fonds que l'autorité palestinienne utilisait pour payer les salaires des terroristes en 2022 à la suite d'une législation similaire adoptée par Washington en 2018. La loi Taylor Force signifie que Washington ne peut pas offrir d'aide économique à Ramallah tant qu'elle ne met pas fin au paiement Pay for Slay et à ses déclarations de soutien public au terrorisme. Le fondateur et directeur de Palestinian Media Watch, Itamar Marcus, a déclaré au Jerusalem Post
que l'aveu d'Abbas devait avoir des implications importantes et internationales. Marcus a déclaré que, pour justifier la poursuite du financement de l'autorité palestinienne, les pays occidentaux ont nié les conclusions de PMW selon lesquelles le système Pay for Slay continue et ont accepté les mensonges d'Abbas, affirmant qu'il avait cessé de financer les terroristes en septembre 2025, a-t-il expliqué. L'aveu franc d'Abbas devant la caméra, selon lequel il a besoin d'argent pour payer les prisonniers ou les terroristes, confirme la documentation de PMW. Marcus a ajouté qu'Israël devrait utiliser cette vidéo pour inciter les pays occidentaux à arrêter de financer le terrorisme de l'autorité palestinienne et à ne pas accorder la reconnaissance d'un État palestinien que la France et d'autres ont lié à la fin du système Pay for Slay. PMW indique qu'un total de 156 millions de dollars a été versé aux terroristes et à leurs familles l'année dernière, selon un rapport du département d'État américain publié le mois dernier. 126 millions de dollars ont été versés aux terroristes, y compris ceux libérés de la détention israélienne, et 30 millions de dollars ont été versés aux familles des terroristes morts en commettant leurs actes de terrorisme. L'autorité palestinienne avait promis de donner aux familles un total de 214 millions de dollars. Selon PMW, les conséquences économiques de ces fonds manquants ont causé d'importants problèmes dans le secteur public de l'autorité palestinienne, forçant les employés à se contenter d'une fraction de leur salaire, forçant les institutions publiques, comme les écoles, à fonctionner à temps partiel. En résumé, l'autorité palestinienne cherche désespérément de l'argent pour payer les terroristes et leurs familles. C'est leur priorité absolue, pas les écoles, ni les hôpitaux, ni la paix, qu'ils n'ont jamais soutenue. Leur projet numéro 1, c'est de payer les terroristes qui se font attraper en essayant de tuer des juifs. Et si le terroriste meurt en essayant, alors sa famille est inscrite sur les listes de paix de l'autorité palestinienne. C'est la société à côté de laquelle nous vivons en Judée et Samarie et dans tout Israël. Ce sont ces gens avec qui nous sommes censés faire la paix. Depuis plus de 30 ans, nous subissons cela après de fausses promesses de paix. Il est temps, une bonne fois pour toutes, qu'Israël abandonne l'autorité palestinienne, qu'il abandonne les accords d'Oslo, qui ne nous ont apporté que tristesse et malheur, mort et destruction. Trouvons une autre voie à suivre. Nous devrions d'abord commencer par la souveraineté. Passons à autre chose. Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a ordonné cette semaine l'évacuation immédiate de Khan al-Mar, un hameau contesté du désert de Judée où des bédouins arabes ont érigé illégalement des bâtiments et des habitations. Smotrich, qui est également ministre au sein du ministère israélien de la Défense, responsable des affaires civiles en Judée et Samarie, a ordonné à son représentant dans l'administration civile de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder à l'évacuation dès que possible, selon son bureau. Jérusalem cherche depuis des années à relocaliser cette communauté qui se trouve dans le corridor stratégique Eun entre Jérusalem et Maale Adumim. Lors d'une conférence de presse cette semaine, Smotrich a déclaré que l'évacuation faisait partie des représailles de Jérusalem contre l'autorité palestinienne, qu'il a accusé d'avoir provoqué une demande de mandat d'arrêt secret contre lui à la Cour pénale internationale de La Haye. Smotrich a déclaré: « Ce qui est certain, c'est que l'autorité palestinienne et son peuple sont derrière tout ce processus. » Il a dit qu'ils sont derrière la guerre juridique à la CPI et à la Cour internationale de justice. Analysons cela en détail. Le campement illégal à Khan al-Amr se trouve le long de l'autoroute numéro 1 entre Jérusalem et la mer Morte. C'est la principale communauté illégale de l'autorité palestinienne dans la zone C qui est sous contrôle total israélien. Tout cela fait partie du plan Fayad de 2009, dans lequel l'autorité palestinienne crée ses communautés à partir de rien. Il les place à des endroits stratégiques dans la zone C. En général, cela commence par une école illégale, puis ils construisent autour. C'était exactement le cas ici. L'autorité palestinienne sait bien que cela donne une mauvaise image si Israël doit détruire une école. C'est en fait un plan brillant. Ils utilisent leurs propres enfants comme des pions. Ils installent une école, font venir les enfants en bus, puis les médias arrivent pour prendre des photos. Si Israël décide de la démolir, ces enfants deviennent leurs acteurs dans cette production hollywoodienne. Khan al-Amr est une communauté illégale. La Cour suprême d'Israël a clairement indiqué que c'est illégal. Ce n'est pas non plus un endroit sûr. C'est juste à côté d'une autoroute, mais l'autorité palestinienne garde ses bédouins là-bas, surtout ses enfants, et s'en sert aussi comme de pions pour s'emparer des terres de l'État d'Israël. Donc ici, vous avez le ministre Smotrich qui dit une bonne fois pour toutes qu'il est temps de démolir cela.
Cela aurait dû être fait il y a des années, mais aucun gouvernement n'a été prêt à agir. Peut-être qu'ils ne veulent pas d'images montrant la démolition d'un village et d'une école. Mais Smotrich cherche maintenant des moyens de punir l'autorité palestinienne pour ce mandat d'arrêt secret contre lui à la Cour pénale internationale. Bien sûr, il a raison. L'autorité palestinienne cherche à embarrasser Israël et ses dirigeants. Voilà comment agissent nos prétendus partenaires pour la paix. Israël devrait démanteler ce village illégal. Il devrait le faire car nous sommes un pays de loi. Si Israël a besoin d'un mandat d'arrêt secret pour agir, soit. Ce n'est pas l'idéal et cela aurait dû être réglé il y a des années. Mais il est temps qu'Israël agisse une bonne fois pour toutes. Israël devrait agir partout en Judée et Samarie pour démanteler les campements illégaux de l'autorité palestinienne, pas seulement à Khan al-Mar. Passons, excellente nouvelle cette semaine. Après des années de travail, la gare de Samarie-Tibet a été inaugurée cette semaine, reliant les communautés du nord de la Samarie et de Tibet au réseau ferroviaire national. L'ouverture de la gare va révolutionner les transports, reliant directement les communautés du nord de la Samarie au centre d'Israël pour les habitants de la région. La nouvelle gare marque une étape historique et c'est la première fois qu'une gare officielle de l'État d'Israël porte le nom de Samarie. La gare desservira des dizaines de milliers de passagers de toute la région, en particulier les habitants des communautés d'Avnei Hefetz, Salit Zufim, Einav et Shavei Shomron. Le chef du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, a affirmé que la gare Samaria-Tibet constitue un progrès majeur pour la qualité de vie, la sécurité et le développement économique locaux. C'est une étape importante vers notre objectif d'amener 1 million d'habitants en Samarie et de renforcer la connexion entre la Samarie et la région de Tel Aviv, ainsi que l'ensemble du centre d'Israël. Il a ajouté que l'entreprise de peuplement juif en Samarie est une partie inséparable de l'État d'Israël et qu'il en sera ainsi pour toujours. Maintenant, c'est une grande nouvelle. Lorsque vous construisez des infrastructures dans une région, c'est ainsi que vous montrez que vous êtes là pour durer. Lorsque vous investissez des millions de dollars dans une région, cela démontre que vous êtes engagé pour l'avenir. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. En 2005, Israël a vraiment démantelé toute une civilisation lorsque nous avons retiré les 10 000 Israéliens de Gaza et du nord de la Samarie et détruit la plupart des bâtiments qui s'y trouvaient. J'espère que nous avons appris de cette erreur. J'espère que cette nouvelle ligne de chemin de fer constitue vraiment un ancrage durable pour la vie juive dans le nord de la Samarie. Maintenant, voici un autre exemple de permanence. J'espère, bien sûr. Le conseil régional de Binyamin rapporte que la construction du centre médical avancé Nanashi, construit en partenariat avec le One Israel Fund, progresse rapidement. Le centre médical devrait ouvrir l'année prochaine. Les responsables du conseil soulignent qu'il s'agit de l'une des initiatives les plus importantes actuellement en cours pour les habitants de Binyamin et qu'elle devrait entraîner une véritable transformation dans la disponibilité des soins médicaux dans la région. Le nouveau centre est conçu pour offrir des services médicaux avancés, plus proches et plus accessibles, réduisant ainsi la nécessité de longs déplacements vers des centres médicaux situés en dehors de la région pour les traitements, les examens et d'autres services de santé. Avant, si vous viviez à Binyamin et aviez besoin de soins d'urgence, il fallait aller à Jérusalem, ce qui pouvait prendre près d'une heure. Ce centre médical est la solution pour des soins immédiats. À Gush Etzion, où je vis, il y a un centre médical. Ainsi, pour les urgences, pas besoin de faire 45 minutes de route jusqu'à un hôpital à Jérusalem. C'est une très bonne nouvelle pour les habitants. Et, dans une perspective plus large, tout comme la gare, c'est un autre symbole de permanence. C'est un autre symbole qu'Israël ne se suicidera pas en établissant un État terroriste de l'autorité palestinienne sur notre terre ancestrale. Cela peut sembler être une petite nouvelle à première vue, une nouvelle gare, mais chacune de ces histoires est une grande nouvelle pour l'avenir des communautés en Judée et Samarie et pour tout Israël. Enfin, cette semaine, j'ai écrit un article dans JNS expliquant que le plénum de la Knesset a approuvé en première lecture le projet de loi sur l'autorité du patrimoine de Judée et Samarie. Le projet de loi, parrainé par le député du Likoud Amit Halevi, vise à établir la responsabilité directe de l'État pour les antiquités, le patrimoine et les sites archéologiques dans toute la Judée et la Samarie. Selon la proposition, l'organisme fonctionnerait comme une administration professionnelle indépendante chargée d'améliorer et de rationaliser la gestion des sites patrimoniaux tout en réduisant les dommages qui leur sont causés. La législation vise également à garantir par la loi le financement des activités de l'autorité par le biais du budget du ministère du Patrimoine. Pendant des années, les Arabes de l'autorité palestinienne ont détruit des sites archéologiques et patrimoniaux israéliens en Judée et Samarie.
Très peu de choses ont été faites pour empêcher cela. Désormais, Israël met en place un nouvel organisme qui sera chargé de protéger ces sites. Selon les accords d'Oslo entre Israël et l'OLP, l'autorité palestinienne était chargée de protéger les sites archéologiques dans les zones A et B sous sa juridiction. Cependant, l'autorité palestinienne n'a pu empêcher le vandalisme généralisé. Le député Halevi a déclaré qu'après 59 ans de négligence, suite à l'administration de la région par Israël après la guerre des 6 jours, Israël assume enfin, de manière officielle et sérieuse, la responsabilité de garantir la protection de ses trésors spirituels et culturels. Halevi a déclaré que ce projet de loi est historique et qu'il représente la première fois qu'Israël appliquerait directement la loi israélienne sur des sites en Judée et Samarie. C'est donc une évolution très positive. Nous avons déjà évoqué le terrorisme archéologique sous l'autorité palestinienne. Alors, quel est leur objectif? Quel est l'objectif de l'autorité palestinienne? Très simple, effacer toute trace de l'histoire juive en Judée et Samarie. Ils font cela depuis 59 ans. Cela se passe aussi à Jérusalem, où les Arabes ont détruit des artefacts juifs sur le mont du Temple. Je l'ai vu moi-même. Ils veulent prétendre que les temples de Jérusalem n'ont jamais existé. Alors ils détruisent toutes les preuves. L'autorité palestinienne n'a jamais essayé d'arrêter cela. Il est temps qu'Israël décide de prendre cette question au sérieux. Maintenant, c'était la première lecture du projet de loi, alors ne nous emballons pas. Il doit encore passer 2 lectures avant de devenir loi. Mais espérons que cela se produise. Nous devons préserver notre histoire pour un avenir meilleur. Merci beaucoup de nous avoir rejoints cette semaine sur Judacation. Je suis Josh Aston, correspondant pour JNS TV. Je tiens à remercier les personnes en coulisses ici à JNS TV, la productrice Barbara Anamov, l'ingénieur Aaron Rogalenter, Zach Sickerman, Ryan Lischitz, le responsable de la station Yuri Sveretsky et la monteuse vidéo Olga Senatov. Assurez-vous de nous rejoindre la semaine prochaine ici sur Judacation sur JNS TV. Et n'oubliez pas de nous envoyer un super merci, de vous abonner et de consulter jns.org pour toutes les dernières actualités d'Israël, du Moyen-Orient et du monde juif entier. Passez une excellente semaine à tous.